Bienvenue tout le monde au menu du programme du jour. Nous allons nous intéresser à la grande affiche qui nous attend tous avec impatience. Évidemment, nous l'attendons avec impatience, cette grande affiche. Manchester City, Liverpool est au programme de la semaine sur Vous Sport World. Pour la commenter, Bruno sera à l'antenne. Fidèle au poste, Bruno. Fidèle au poste. Grande affiche, je ne sais pas, mais grande et d'honneur, en tout cas, par un grand rival, ça c'est clair, puisque Guardiola l'a annoncé, il y aura une aide d'honneur pour accueillir les joueurs de Liverpool. Ce sera ça le grand moment de cette rencontre. Certainement un passage de témoin, Patrick. Les deux premiers du championnat, les deux derniers champions et ceux qui font vraiment vivre la rivalité en Angleterre depuis deux saisons, deux très belles saisons. Il y avait déjà eu des beaux matchs en Ligue des Champions aussi entre eux dans le passé. Donc voilà, on verra l'état des joueurs de Liverpool au niveau peut-être de la gueule de bois éventuelle, mais ça promet quand même. C'est vrai que c'est devenu un classique de la compétition anglaise, désormais cette rivalité au sommet. Avec nous, bien sûr, Christian Skakels pour Vision du jeu. Et les chiffres, les statistiques, les faits, Christian, qui vont nous permettre d'éclairer cette rencontre. Dans une rencontre comme ça, c'est toujours très passionnant. Et puis, on a vu, Pat, qu'on n'était pas trop mauvais sur les deux dernières prédictions avec Manchester United-Tottenham où c'était parfait. Et la semaine passée, un grand merci à Manchester City qui nous a laissé passer en reconversion rapide par l'axe. Donc, toujours très passionnant. Vous êtes tous des champions, c'est parfait. On le savait, ça, bien évidemment. Et on va démarrer donc sur les dernières confrontations, ce passage de témoin, le champion 2019 face au champion 2020. Ils ont switché puisque l'un était premier, l'autre deuxième. Désormais, ils se rencontrent et à chaque fois, c'est attendu avec énormément d'impatience parce que c'est aussi les deux plus grands managers du moment qui mènent ces équipes et qui les coachent et qui les drivent et qui, Christian, leur permettent d'aller chercher des résultats positifs. Alors, on va le voir avec toi, Christian, Manchester City. Cette saison, ce qui a fait défaut, c'est les grandes rencontres justement du championnat. Oui, quand on observe leurs résultats contre les équipes du top 7, et on voit que incontestablement, Liverpool est champion cette saison, mais c'est surtout aussi parce que le grand rival devait être à la hauteur et il ne l'a pas été. On voit beaucoup de rouge dans ces confrontations contre les équipes du top. Et donc, c'est aussi une raison pour laquelle Liverpool est champion incontestablement. Vous imaginez, Christine, bon, là, on a 7 de leurs 8 défaites. Ils ont 8 défaites au compteur. Arsenal a 8 défaites. Cette saison aussi, on parle d'une saison complètement ratée pour les Gunners. Donc, heureusement qu'ils font un peu moins de partage, qu'ils marquent beaucoup plus du côté de Manchester City. Mais ça, c'est un bilan indigne d'un champion. C'est une catastrophe industrielle, ça, quand on voit ça. On va évidemment essayer de comprendre pourquoi cela s'est passé comme ça. Mais si on fait le classement au point par match, vu que toutes les équipes ont pas encore joué tous leurs matchs contre le top 7, mais Liverpool est premier largement avec 28 points sur 30 possibles. Puis derrière, on a Man United, donc qui fait mieux que City. On a Chelsea qui fait mieux que City. On a même les Wolves qui font mieux que City. Et puis seulement, on retrouve City devant les Spurs et Leicester. Donc, ils sont cinquièmes. C'est un mini-championnat. S'il y avait des playoffs en Première Ligue, les Citizens, ils seraient cinquièmes sur 7. J'ai une petite question provocante avant de poursuivre sur les faits. Bruno, par exemple, tout d'abord pour y répondre, est-ce qu'il s'était focalisé, City, cette saison sur la Ligue des Champions? Puisque ce titre, il l'avait conquis en 2019 dans un tour de force face à Liverpool. La rivalité était énorme. On peut avoir cette impression que c'était focus sur la Ligue des Champions cette saison et on laisse un petit peu filer de l'influx mental nécessaire pour aller chercher la victoire dans ces grandes rencontres? Je ne pense pas. Maintenant qu'il y ait de l'influx qui soit passé sous le paillasson des vestiaires, ça c'est certain. Parce que ça reste une équipe qui n'encaisse pas, ça reste une équipe qui fait partie des meilleures attaques avec Liverpool. Donc là, on est plutôt avec des stats qui sont relativement semblables. Le problème, c'est que Liverpool est une équipe très, très difficile à battre et c'était l'objectif prioritaire de Klopp. C'est que personne ne puisse aimer jouer contre nous. Ce n'est plus le cas nécessairement du côté de City. Si vous perdez Agüero sur blessure, si vous perdez De Bruyne pendant quelques matchs, c'est des matchs où vous perdez peut-être des points aussi. Donc, l'osmose n'a pas fonctionné. Je ne pense pas qu'en Première Ligue, on puisse se dire qu'on va accepter de terminer à 23 points en champion en titre, à 23 points d'un leader.
On ne peut pas se permettre ça. Mais parce que ce leader a des stats incroyables. Vous parliez donc une seule défaite cette saison, on le rappelle pour Liverpool, et c'était face à Watford, une défaite tout de même inattendue et surprise. Ce qui a fait la différence pour Liverpool cette saison, c'est que là où ils partageaient la saison dernière, ils ont été chercher la victoire cette fois-ci. Ils ont réduit drastiquement leur nombre de partages et donc du coup, ils ont collecté à chaque fois 2 points de plus par rencontre. Bien sûr, ils ont eu 7 partages la saison dernière et aujourd'hui, on sent bien que d'abord, il y a des stats. 2 cette saison, je pense 2, c'est ça. Oui, il y a des stats qui sont invraisemblables à domicile aussi pour Liverpool. Mais je ne pense pas que quand on est dans la peau de Guardiola et qu'on investit une équipe pour plus d'1 milliard d'euros, qu'on puisse dire on va jouer une seule compétition qui s'appellera la Ligue des Champions. Je ne pense pas. Par contre, ce que Klopp a réussi, ça, chapeau. Parce que lui, il l'a laissé filer finalement, la Ligue des Champions, en étant éliminé par l'Atlético Madrid. Je parle d'un flux, ce n'est pas des choses calculées, évidemment, qui ne calculent pas, ils ne se disent pas je vais jouer celle-ci et pas celle-là à fond. Mais Klopp a réussi quelque chose, Klopp a réussi quelque chose que n'a pas encore fait Guardiola avec City, c'est qu'il est champion d'Angleterre, il est champion d'Europe et il est champion du monde. Chapeau. Chapeau. Non, mais je crois que l'écart s'est creusé quand même très très vite aussi. Quand il y a le match aller en novembre, City est déjà à 9 points au mois de novembre. Je pense que voilà, même s'il n'y a pas conscience de dire on va laisser tomber le championnat, ça renforce peut-être quand même encore cette idée-là, cet écart qui n'a fait que se creuser et qui était conséquent très très vite dans la saison. Donc peut-être même inconsciemment, ça a dû jouer quand même dans la tête des Citizens. En attendant, quelle que soit la situation, oui, Christian. Oui, il y a une chose très importante aussi à observer, c'est que la saison passée, les performances de Liverpool sont extraordinaires et elles sont équilibrées. Elles sont aussi bien équilibrées offensivement que défensivement. Et c'est quelque chose dans le système de Klopp, dans la mise en place, dans son staff qu'il a, ils ont créé un équilibre dans la durée. Or, avec Guardiola, on sait qu'il est un amoureux, comme Bielsa, du jeu offensif. Ce qui fait que lorsqu'on met moins d'attention et moins de précision dans le jeu défensif et que ça se détériore, eh bien fatalement, on ne peut se reposer que sur le jeu offensif. Là où Klopp a su construire quelque chose de stable dans tous les domaines. Et puis, il a perdu son assistant, Guardiola, en cours de saison, Mikel Arteta. Oui. Là où Klopp a continué à travailler avec son staff. Oui, mais oui, on va dire ça. Mais quand on voit ce que fait Arteta aujourd'hui avec Arsenal, c'est très très compliqué aussi. Donc peut-être que là, il y a une dissociation qui n'est pas arrivée au bon moment, mais on peut comprendre Arteta. Mais non, ça n'empêche que City a encore des objectifs magnifiques pour cette saison. On y reviendra peut-être avec la Ligue des Champions, avec la Cup. C'est beau. L'objectif de toute façon d'aller dans cette rencontre de prestige de ce jeudi 2 juillet, d'aller chercher la victoire. Vous n'allez pas me faire croire que l'un des deux est prêt à la laisser, cette victoire-là de prestige. Man City va certainement vouloir tout de même mettre les choses au point. Et donc, on va voir avec les faits, les chiffres, vision du jeu. Christian, comment Liverpool s'est démarqué dans ces confrontations face à City ces dernières saisons? On a observé de 2 manières. On l'a observé de manière avec l'efficacité tactique dans les rencontres des depuis la saison 2017-2018, donc les 3 dernières saisons. Et on a vu qu'il y a quelque chose qui a changé dans le modèle. Si on observe les confrontations en 2017-2018 en haut du tableau, où on a repris les buts marqués et donc par les 2 équipes en Première Ligue et en Ligue des Champions, on observe que ça se passe surtout au niveau des reconversions rapides. Et là, on voit que, comme toute mise en place et comme toute transition, le plus important, évidemment, c'est d'être bien défensivement et de pouvoir profiter des récupérations de ballon. Et là, c'est très, très impressionnant parce qu'au-delà du dominant placé, on a quand même 2 buts sur dominant rapide et on a quand même 8 buts sur reconversion rapide. Et donc là, c'est quelque chose qui était très intéressant dans ces rencontres lors de cette saison-là. Quand on progresse vers la 2018, 2019 et 2019-2020, on observe en fait que, comme les autres saisons aussi, il n'y a pas de phase arrêtée, mais surtout, il n'y a plus de jeu rapide. Il y a celui qui s'impose dans le camp de l'adversaire, qui parvient à l'emporter. En 2018-2019, c'est Manchester City qui l'emporte avec 2 buts sur dominant placé. Et cette saison-ci, il y a déjà 3 buts marqués pour Liverpool. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant dans la mutation par rapport au système de jeu qu'il y avait avant. Ça s'explique comment ça, Bruno, Je crois Patrick?
Les matchs, et Christian a bien fait de les mettre dans l'infographie, les matchs en Ligue des Champions, l'élimination en Ligue des Champions de Manchester City par Liverpool, quand Liverpool va en finale et perd contre le Real Madrid. Je crois que ça a un peu traumatisé quand même Guardiola. Ça l'a refait penser quand même sa façon de jouer, au moins contre Liverpool, de prendre moins de risques, de moins s'ouvrir aux transitions, qui était un grand point fort de Liverpool. Et là, on a vu de fait une mutation, comme Christian a très bien employé le mot, dans les confrontations entre les deux équipes. Je crois que ça a vraiment marqué un tournant. Il ne faut pas oublier que l'homme qui a le plus battu Guardiola en confrontation directe, c'est Jürgen Klopp. Ils se sont croisés en Allemagne, etc. Guardiola, c'est 9 défaites contre Klopp. En 18 matchs, pardon, il y a 7 victoires pour Guardiola et 2 partages. C'est énorme parce que derrière, il y a juste Mourinho qui a battu Guardiola 6 fois. Et puis, il faut descendre à Solskjaer et Pochettino qui ont battu Guardiola 3 fois. Donc, Klopp, il a battu Guardiola 9 fois. Aucun autre être humain n'a réussi à faire ça. Et ça, je pense que malgré toute la puissance de la confiance de Guardiola, ça doit trotter quand même un petit peu dans sa tête. Je pense que oui, c'est Liverpool qui vous oblige. C'est Liverpool qui a ce bloc, c'est une mâchoire qui se referme sur vous. Et ils sont tellement compacts qu'ils vous obligent à prendre des positions. Après, quand on regarde à l'analyse ce qui se passe par les flancs du côté de Liverpool et les donneurs d'assist, aujourd'hui, dans le top 10 des donneurs d'assist en Angleterre, vous avez 5 joueurs de Liverpool. Donc, non seulement les 3 buteurs, Salah, Firmino, Mané, sont des buteurs d'exception, en plus, ils sont dans le top 10 des donneurs d'assist. Et puis, vous avez ces 2 flancs avec Robertson et avec Trent Alexander-Arnold, où là, il y a un choix judicieux et extraordinairement efficace, c'est qu'il vous envoie une douzaine d'assists par saison des 2 côtés. Vous savez ce que c'est ça, une douzaine d'assists par saison des 2 côtés. En plus, maintenant, Alexander-Arnold, il vous plante des buts sur phase arrêtée. Tout va bien. Il y a plus de danger, donc le danger vient plus du côté de Liverpool et peut-être plus surprenant parce que plus de facilité à aborder les 30 derniers mètres de différentes manières et Man City est un peu plus prévisible. L'état de forme des joueurs de Liverpool est optimal et ensemble. Oui. Ça, c'est exceptionnel. Oui, le collectif est plus fort cette saison. Là où le collectif de City a fait la différence au bout du compte, même si ce n'est que pour un point au total du championnat. Oui, parce que City a des stats exceptionnelles aussi, offensivement et défensivement. Donc, il doit y avoir dans l'interstice quelque chose qui va moins bien. Notre Kevin nous semble un peu seul par moment, non? Désormais dans le jeu de City pour l'animation et la création, même si Riyad Mahrez évidemment apporte régulièrement, mais dans ces grandes rencontres-là, il faut être vraiment au top et être nombreux à être véritablement à 100% sur le terrain. On peut poursuivre, Christian, sur les statistiques des précédentes confrontations. Juste avant d'y arriver, il faut quand même savoir que lors du match aller en Première Ligue de la saison 2017-2018, c'est quand même une victoire de Manchester City 5-0, non, contre Liverpool, Pat? Avec une exclusion très rapide, et ça c'est avant, oui, ça précède la fameuse double confrontation en Ligue des Champions. Et il y a une exclusion très rapide de Mané qui va le pied en avant sur Ederson, et ça influence tout le match. Et là City déroule, De Bruyne est au sommet à ce moment-là, clairement aussi. Parfois, il faut prendre 5-0 pour faire une transition et après ne plus jamais se faire surprendre de cette manière-là. Et c'est intéressant. Je continue donc, Christine, avec la prochaine infographie où là, on a observé l'origine, donc l'efficacité et l'origine des buts. Et là aussi, il y a une corrélation entre ce qu'on a vu sur l'infographie précédente et ceci, c'est qu'en 2017-2018, il y a énormément de buts dont le passage et l'utilisation de la passe par l'axe. On voit qu'il y a 12 buts, 3 centres de la gauche et 2 centres de la droite sur ces confrontations. Et là aussi, il y a une mutation en 2018-2019 où le passage par l'axe devient inexistant, aussi bien la première saison que la deuxième. Et alors, on voit, grâce au jeu dominant placé, que ça se passe essentiellement sur des centres qui viennent de la droite et de la gauche. Donc là aussi, on le voit dans l'origine, il y a la mutation et on se dit qu'on est beaucoup plus prudent, qu'il y a moins de reconversion rapide et donc on est obligé de passer par les flancs. Avec une façon de neutraliser De Bruyne du côté de Klopp et de Liverpool, qui a aussi évolué, même si De Bruyne n'a pas joué toutes les confrontations non plus depuis les duels Klopp-Guardiola, parce qu'il en a manqué quelques-unes sur
sur blessure, mais il a donné 3 assists dans ces confrontations-là. Les deux derniers, lors de la victoire 5-0, donc qui date d'avant le moment où Liverpool a peut-être un petit peu pris le dessus sur City au niveau des confrontations directes. Donc, est-ce qu'on a trouvé un plan pour neutraliser De Bruyne? C'est possible du côté de Klopp aussi. On sait bien que c'est pas avec un plan unique qu'on va neutraliser De Bruyne, mais avec une approche collective, et peut-être qu'on l'a trouvé du côté de Klopp. Vu ce qu'il a proposé Kevin De Bruyne ces derniers temps, il devrait y avoir une approche un petit peu identique aussi certainement de la part de Liverpool. C'est vrai que pour le moment, ça repose fort sur ses épaules, hein. La créativité du côté des Citizens, ils vont, on va dire, mettre en place, et on le disait, ils se connaissent par cœur. Évidemment, il y a on va dire, tout ce jeu invisible qu'on ne décode peut-être pas tous toujours non plus, mais qui va exister dans cette rencontre de jeudi, hein, pour neutraliser. Rappelons-nous, l'année passée, c'était Eden Hazard qui avait terminé meilleur donneur d'assist de cette compétition. Aujourd'hui, c'est De Bruyne qui trône en tête. Ça veut tout dire. Hein. On a les deux meilleurs donneurs d'assist. Hein. Jeudi, De Bruyne avec 16 et on y viendra dans un instant. Alexander-Arnold avec 12, hein, les deux meilleurs donneurs d'assist de la PL. Manchester City, on en a parlé dans l'Europe des 11 aussi. Christian avec des infographies et dans les émissions préparant notamment la confrontation face à Chelsea. Il y a ce gros souci du passage par l'axe notamment, et puis City est aussi en difficulté dès qu'il est mené en fait. Ça témoigne aussi de cette manque d'allant qu'ils ont plus globalement cette saison, hein, pour pouvoir retourner une situation qui leur est compliquée. Voilà, tout est dit sur l'infographie. Je te laisse, Pat, je te laisse la commenter. Mais voilà, quand City a été mené au score, c'est arrivé, ou quand ils ont encaissé en premier, de fait, ça arrivait 11 fois depuis le début de la saison. 11 déficits, ils ont pris 10 points seulement, ce qui reste assez peu quand même, hein, même s'ils n'ont pas été beaucoup menés par rapport à d'autres. Ça reste peu, vu que Liverpool, eux, ils ont été menés 7 fois au score. Ils ont pris 16 points, malgré le fait d'avoir été menés au score. 5 victoires, 1 partage. C'est exceptionnel aussi. Voilà, ce qui ne va pas chez City, c'est qu'on n'arrive pas à réagir, pas tout le temps, et encore moins à l'extérieur, comme on le voit dans la ligne d'en dessous, dans les 2 lignes d'en dessous de l'infographie. Alors que du côté de Liverpool, il y a quand même cette capacité. Ils l'ont prouvé tout au long de la saison. On verra peut-être avec une dimension sans public ce que ça peut faire, mais ça reste un autre débat. À ne pas paniquer, à continuer, à se dire ça va passer un moment. C'est souvent passé en fin de match, on a sauvé, et non pas des partages, mais des 3 points, souvent en fin de match. C'est assez exceptionnel. C'est la vie et la preuve d'un groupe qui vit bien. Bruno, c'est vrai qu'ils ont été épargnés par les blessures aussi du côté de Liverpool. C'est que la préparation est bonne, c'est que le staff médical aussi qui entoure ces joueurs, parce que Salah, Firmino, Mané sont toujours quasi présents, sont très rarement laissés au repos aussi. Ça témoigne, oui, d'une équipe en pleine santé. Oui, ce qui n'est pas le cas de Manchester City, hein, notamment les blessures d'Aguero dont tu parlais tout à l'heure, par exemple. Vous l'avez dit, avec le staff technique qui a changé en cours de saison, c'est toujours délicat. Ça a aussi changé à un moment donné. Il a perdu un de ses adjoints, Jürgen Klopp, mais avant. Oui, mais on le dit être un personnage qui ne laisse absolument rien au hasard, et donc il a mis en place un système qui est pour que toute une saison, même 2 saisons d'affilée, tous les joueurs soient en forme en même temps. C'est assez exceptionnel. Personnellement, je n'ai pas d'autre exemple. À City, vous avez, quand De Bruyne flambe, vous avez peut-être Aguero qui est un peu en deçà ou blessé, ou Sterling qui n'est pas au même rendement. S'ils étaient parvenus à faire la même chose du côté de Manchester City, on aurait aussi un championnat qui se serait joué à 11 mm cette saison. C'est absolument pas le cas. Et ça, c'est un mérite exceptionnel. Après, et on a évoqué aussi les absences de Laporte et au niveau défensif dans d'autres Zooms. Et on se rend compte en fait que dès qu'un joueur de base est manquant dans une des lignes, dans un des échelons, il y a un déséquilibre alors qu'on ne voit absolument pas ce déséquilibre. Et notamment parce que Fernandinho a dû compenser et jouer en défense centrale, et du coup, ils l'ont perdu dans l'entrejeu pour justement souder ce bloc. Il y a aussi parfois, et trop souvent, on va dire, un fossé entre le milieu de terrain de City et la défense. Et il ne faut pas assez bloc par rapport à ce que peut faire Liverpool dans l'approche très compacte qu'ils ont de leur rencontre. Et avec ce qu'on est en train de dire, et quelque chose qui saute aux yeux aussi, quand vous voyez qui arrive à Manchester City, ce sont des stars internationales. Ce n'est pas le cas avec les joueurs de Liverpool. Donc, pour ceux qui suivent de près le football, Van Dijk n'avait pas ce niveau-là. Hein.
Aujourd'hui, c'est un défenseur d'exception. Henderson n'était pas ce capitaine emblématique. Milner a toujours été Milner, mais Milner, vous êtes champion et vous gagnez la Ligue des Champions avec Milner. C'est exceptionnel. Il faut vraiment regarder les noms du 11 de départ. Aujourd'hui, qui connaissait Salah, qui connaissait Firmino? Il faut vraiment observer ces noms. Qui joue? Gomez, vous connaissez Gomez, Robertson, Alexander-Arnold. Donc, il faut vraiment observer que ces joueurs-là, ce n'était pas de la seconde zone, c'était des gens qu'on ne connaissait pas. Ou peu. C'est peut-être plus facile de les façonner de cette manière-là pour un manager, en ayant évidemment scruté. Tu citais l'exemple de Van Dijk. D'un autre côté, on a choisi Stones. C'était deux défenseurs en vue dans la ligue. C'était peut-être pas le bon choix. Et l'un a fait le bon choix et l'autre pas. Maguire, qui a été le défenseur maintenant, qui est le défenseur le plus coûteux aussi, ça commence peut-être à aller un petit peu mieux avec les Red Devils. Mais comme tu le disais, il fallait faire le bon choix et le pari de Van Dijk pour Liverpool. Il a toujours privilégié un défenseur relanceur plutôt qu'un défenseur de duel. L'idéal, c'est qu'avec Van Dijk, Klopp est allé chercher les deux. Donc ça, c'est la bonne pioche. Mais je voulais en revenir à la construction du noyau de Liverpool et aux blessures dont on parlait. C'est parce qu'aussi, justement, Klopp il dispose de joueurs qui rendent les blessures inaperçues. Quand Robertson se blesse, et ça a quand même été le cas pas mal de fois cette saison, c'est peut-être le jour de champ qu'on a le plus dû mettre de côté pour soit le préserver, soit parce qu'il était blessé. C'est Milner qui vient arrière gauche. Et ça ne se remarque presque pas. Ça se remarque quand on regarde le contenu de match parce que Milner ne joue pas comme Robertson, évidemment. Mais au niveau des résultats, il apporte autre chose. Voilà, c'est compensé autrement, c'est compensé collectivement, il n'y a aucun souci. Et l'autre souci de blessure du côté de Liverpool, et c'est le seul qui leur a coûté cher, et c'est paradoxal, c'est Alisson. C'est Alisson qui manque le début de saison sur blessure, avec Adrian qui commet une autre bourde, qui coûte des buts, mais pas des défaites. Par contre, l'élimination en Ligue des Champions, elle est 85% pour la faute d'Adrian, parce qu'Alisson n'est pas là au match retour et qu'Adrian commet quand même des erreurs inévitables en prolongation. Et puis Klopp, il l'avait déjà fait avec Dortmund. Je veux dire, aujourd'hui, qui se souvient des noms de stars, Tony Truant qui était à Dortmund? Il n'y a pas, oui, on se rappelle de Goetz parce qu'il a marqué un but en finale de la Coupe. Oui. Mais qu'est-ce qu'il est devenu Goetz après? C'est ça que j'allais te dire, Christian. Qu'est devenu Goetz depuis le départ de Jürgen Klopp? Malheureusement pour lui, pas grand-chose. Saïm n'a jamais rien prouvé derrière non plus dans les autres clubs. Bon, il y a quand même Lewandowski, voilà, mais parce que ça, c'était le phénomène, comme il en faut, évidemment, pour porter toute équipe. Mais c'est vrai que dans les autres joueurs Lassikowski, il est retourné en Pologne. Ils ont petit à petit, ils ont disparu de la circulation, ce qui n'était pas comme disait Bruno, des joueurs extraordinaires à ce moment-là, mais le collectif, la mise en place, le modèle et surtout le fait de pouvoir interchanger quand il y a quelqu'un qui est blessé, c'est ça là. Et tout ça en dépensant 2 fois moins que City, hein. Oui. Oui, puisqu'ils vont chercher dépasser le milliard à City, on est à 500 millions à peu près d'euros du côté de Liverpool. Donc, et tout ça avec je regarde, j'ai les temps de jeu ici des joueurs, hein, avec un bloc, hein, on a 7 joueurs qui sont à 80% de temps de jeu ou au-delà. Donc, il y a vraiment un bloc. Et Robertson, c'est 90% de temps de jeu. Même les 10% où il n'est pas là, ça se voit, mais il a quand même 90% de temps de jeu. Après, vous avez Henderson, 73, Alisson, Fabinho, Joe Gomez. Là, on descend dans les 50 et moins de 50% de temps de jeu. Vous avez une dizaine de joueurs. Donc, vous avez ce noyau dur. C'est des joueurs qui ont faim. Vous avez une dizaine de joueurs juste en dessous avec 60 et moins de temps de jeu, 60% et moins de temps de jeu. Ce sont des joueurs qui ont faim et qui, chaque fois, à l'image d'Origi, à chaque fois qu'ils montent, ils apportent quelque chose. Ou pour colmater une brèche. Et donc, personne. C'est un sport d'ego, hein, évidemment, le football, mais personne ne joue pour lui. C'est un exercice très, très difficile, hein, ça. Jouer pour le collectif, c'est très, très difficile. S'il y a un seul joueur, pendant une seule minute, fait autrement, vous perdez le match. Imaginez la constance qu'il faut. Jürgen Klopp a tous les atouts certainement pour mener justement psychologiquement le groupe aussi de cette manière-là et leur faire comprendre que leur succès ne passera que par le collectif et pas par l'individu qui voudrait éventuellement se mettre en avant à l'image de ce trio fantastique qui anime l'attaque de Liverpool, même si parfois on a eu l'impression que l'un ou l'autre essayait de tirer un petit peu, on va dire, la corde des stats à lui et essayer d'augmenter son capital but plutôt que de faire la passe qui allait permettre à… Vous pensez à ça là. Oui, mais il l'a gommé, j'y repense parce qu'on l'a évoqué en cours de saison.
Ça s'est passé un temps, mais après, oui, comme tu le dis, Bruno, il a un nombre d'assists et puis il est buteur aussi. Donc, c'est du papier à musique. C'est magnifique. Et le général Van Dijk mène cette défense. Général Batave aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi le bon plan, c'est d'aller chercher un joueur dont les origines font qu'on a des traditions de grands défenseurs centraux aux Pays-Bas. C'est peut-être pas toujours le cas. On parlait de Stones avec les Anglais justement. Et donc le général Van Dijk, Christian, les statistiques défensives de Liverpool sont impressionnantes. C'est vrai que, comme le disait Bruno, elles sont pas mal du tout, celles de City aussi, mais ici 21 buts seulement concédés. On rappellera tout de même qu'il n'en avait concédé que 22 au total la saison dernière en étant vice-champion. Donc, normalement, ils ne feront pas mieux. Ce serait étonnant qu'ils ne concèdent pas encore l'un ou l'autre petit but tout de même d'ici la fin de saison. Oui, en plus, les stats étaient défensifs. La saison passée était exceptionnelle. Cette saison aussi. Et c'est surtout, en fait, dans les différents domaines, il n'y a pas une faiblesse dans un domaine. Le seul domaine, la seule catégorie tactique défensive où ils sont deuxième, c'est la phase arrêtée parce que Sheffield est à 4 pour le moment. Sinon, partout, ils sont premiers. Donc, tout sport collectif se construit toujours à partir de la défense. Alors, c'est très intéressant parce que le football est quand même un sport où on commence de toute façon le match avec un point. Donc, on conserve un résultat ou on l'améliore. Et perdre, ça veut dire en fait que tu perds le point qu'on te donne déjà au départ. Et eux, ils ont réussi à conserver ce point de départ et en plus à l'améliorer tout le temps en étant la meilleure défense du championnat. Patrick, Christian et Bruno, on continue encore un petit peu, bien sûr. Je me tournais vers Patrick peut-être aussi pour amener les deux individualités dont on va parler ici. On avait envie de parler de Phil Foden qu'on voit, qui est annoncé aussi comme un des futurs cadres de cette équipe. Il n'a que 21 ans, c'est ça? Non, 20 ans, pardon. Il vient d'avoir 20 ans au mois de mai. Oui, mais pas facile en fait de choisir une individualité du côté de City, surtout en prévision d'un match, parce que comme on l'a dit lors de notre dernière preview, on ne sait jamais vraiment avec quelle équipe Guardiola va s'aligner, quel choix offensif il va faire. Donc voilà, comme Foden avait bien marché le dernier match contre Burnley, et qu'on a déjà beaucoup parlé de Bruyne dans nos émissions ici, on a sélectionné Foden pour le mettre en évidence. Il n'a pas joué en coupe contre Newcastle ce dimanche. Donc, est-ce qu'il jouera jeudi? Est-ce qu'on laissera reposer des David Silva, des Bernardo Silva, même peut-être un De Bruyne qui a déjà joué? On verra, on n'est vraiment pas dans la tête de Guardiola, mais du coup, voilà, c'était pour présenter Foden. Christian, qui n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de faire ses preuves en Premier League, mais qui, à son niveau jeune, montre déjà qu'il a un potentiel un peu partout sur le terrain. Oui, pour comprendre un peu mieux ce modèle et l'origine de ses buts, on a repris depuis le début de sa carrière les buts qu'il a marqués en Première Ligue, en Ligue des Champions et avec l'équipe d'Angleterre en dessous des 21 ans. Et donc, on voit en fait que la majorité des buts sont marqués avec des passes qui viennent de l'axe, ce qui est assez compréhensible parce que c'est un infiltreur, il est quelqu'un qui peut créer aussi, comme on peut le voir, des actions individuelles. Et puis surtout, comme il s'infiltre de la deuxième ligne, il marque aussi des buts venant sur centre, mais sur des deuxièmes ballons. Ce sont des reprises. Donc, il est là, il suit le mouvement et il termine et il conclut sur des deuxièmes ballons suite à des centres. On voit aussi qu'il a marqué un magnifique coup franc avec l'Angleterre contre l'Albanie, si je me souviens bien. Et il a marqué un but aussi sur corner. Donc, il fait déjà preuve de beaucoup d'être très complet et c'est sûr qu'il va probablement être la prochaine star de Manchester City. On a pu se poser le successeur de David Silva. C'est ce que j'allais te dire, Bruno, et on a pu se poser la question à de nombreuses reprises. Pourquoi Guardiola n'accepte pas qu'il parte en prêt pour s'aguerrir, un peu comme on a vu les jeunes de Chelsea partir en prêt à droite et à gauche, et notamment en Championship. Il l'a été dit, c'est parce que Guardiola veut le faire travailler à l'entraînement avec David Silva et avec Kevin De Bruyne pour qu'il emmagasine un maximum d'expérience dans ces moments-là. C'est par là aussi que ça passe dans cette post-formation de jeunes joueurs. Et j'ai relu quelques mots de Guardiola le concernant qui sont assez intéressants aussi. Il dit « il a toujours le sourire ». Et visiblement, c'est quelqu'un qui est important aussi dans le groupe et qui, comme tu le dis, s'apprête à prendre avec beaucoup d'humilité la succession d'un grand joueur, c'est-à-dire qu'il ne joue pas beaucoup pour le moment,
Ça n'empêche pas de sourire à l'entraînement, d'être disponible et d'être prêt à rendre des services. Donc, ça plaît énormément aussi au manager qu'est Guardiola. Et il pourrait être effectivement un des futurs grands. Entre parenthèses, du coup, il y a quelques jeunes espoirs anglais. Ils sont nombreux qui pourraient annoncer une équipe nationale ultra performante dans les années à venir, s'ils sont bien encadrés encore une fois. Mais il semble avoir aussi tout à fait la mentalité exemplaire pour devenir un grand joueur. Le joueur choisi parce qu'il a perdu que 2 matchs sur les 34 qu'il a joué en Première Ligue. Sans doute, il ne perd jamais. C'est l'avantage de jouer à City et de monter peut-être contre les équipes un peu plus faibles aussi. Ces 2 défaites en 34 matchs, c'est extraordinaire. Il n'a jamais joué 0 minute de jeu contre Liverpool. Il y a deux professeurs évidemment d'exception avec David Silva et Kevin De Bruyne. Et il pourrait être la surprise effectivement dans le 11 de base de Guardiola ce jeudi. Christian? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu depuis le retour de la compétition, on a vu dans son jeu de position qu'il se déportait beaucoup sur le flanc gauche. C'est quelque chose qu'il ne faisait pas, qu'il ne fait pas du tout avec l'équipe nationale des moins de 21 ans. Mais c'est ça aussi très intéressant et c'est pour ça, je pense, que Guardiola ne veut pas le prêter. C'est parce que comme Bielsa, il part du principe que les joueurs doivent être capables de jouer 3 postes différents. Et donc, ces joueurs-là ont des capacités, ils ont un modèle de départ. Et puis après, il faut leur faire comprendre comment fonctionnent les zones qui sont adjacentes à leur modèle. Et c'est pour ça qu'on l'a vu contre Burnley, par exemple, où il s'est déporté beaucoup sur le flanc gauche et où il commence à trouver des marques et à faire grandir son modèle de jeu. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça, je pense qu'il ne faut absolument pas le laisser partir ailleurs s'ils ont l'intention et s'ils croient qu'il est prêt pour jouer à City. Visiblement, c'est le cas. Il doit devenir un des titulaires, déjà sans doute pour la saison prochaine, puisqu'on annonce le départ de David Silva. De l'autre côté, on en a déjà parlé, Trent Alexander-Arnold, 21 ans à peine et déjà des statistiques exceptionnelles. Tu vas nous les révéler, là, Christian. À cet âge-là, depuis sa position de latéral, avoir donné 26 passes décisives, c'est exceptionnel. Oui, en Première Ligue, depuis qu'il est à Liverpool, c'est vraiment exceptionnel pour un latéral droit. C'est exactement ce qu'une équipe du haut de classement, du haut niveau a besoin, c'est-à-dire un joueur défensif qui a des capacités offensives exceptionnelles. Et donc, on peut voir évidemment, et ça c'est normal, que l'essentiel de ses passes décisives viennent de son flanc droit, avec 2 passes venant de très très bas, donc ce qui permet aussi de donner des ballons dans le dos de la défense. Et alors, quand l'équipe est dans un jeu dominant, il est là sur son flanc où en fait il distribue sur ses 11 centres, je crois que c'est 6 et 5, 6 venant de la dernière zone, de la dernière zone des 16 mètres et 5 venant de la deuxième zone. Ça veut dire que quand le bloc équipe est bas, il est capable aussi de donner des centres qui sont très précis et qui rapportent énormément de points. Et bien sûr, comme tu l'avais dit un peu plus tôt, il marque aussi sur des coups francs directs, mais il distribue aussi beaucoup d'assists sur phase arrêtée, comme on peut le voir en orange. Rien d'autre à ajouter sur les qualités offensives de ce joueur. Là, on est véritablement dans l'évolution de ce poste de latéral. Bruno, il est tel que tous les managers actuels le rêvent, ce joueur latéral-là. Moi, il y a le chiffre 26, mais c'est 12 la saison dernière, 12 aujourd'hui, donc déjà 24 sur les 2 dernières saisons, imaginez. Maintenant, il donne les coups francs, il va chercher la lucarne sur coups francs, il va arrêter pour les Reds. C'est un joueur qui n'est quasiment jamais absent, jamais blessé, qui, à la 95e minute de jeu, va encore chercher à faire un centre décisif au poteau de corner opposé. Imaginez un petit peu les qualités de ces joueurs-là. Vous ne les passez pas, vous ne les dépassez pas. Après, pour le tout haut niveau en Ligue des Champions, où ça va se jouer sur 1 millimètre, une position de hors-jeu, vous oubliez une demi-seconde, Cristiano Ronaldo, l'attaquant du Real et tout ça. Bon, là, il y a encore des choses à travailler, mais il est tellement jeune. Ce sont des qualités. Et il a déjà 5 assists en Ligue des Champions aussi, hein, Bruno. 5 assists, donc… il est parti pour donner 200 passes décisives sur sa carrière, hein, ce joueur-là. Oui, Patrick. Bon, l'assist le plus important de l'histoire de Liverpool, en tout cas. Ah ben oui, il était temps. Sur le corner. Hein. Oui.
Il ne faut pas passer à côté, évidemment. Évidemment. Mais donc, c'est tout le flair aussi, ces joueurs qui sont en éveil constant, comme on vient d'en parler pendant une demi-heure, là, évidemment, à être au taquet tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce que Jürgen Klopp a réussi à faire de son groupe. Ben, pour redonner juste un dernier chiffre sur Alexander-Arnold, donc comme on l'a dit, 15 fois décisif cette saison en mélangeant but-assist. C'est plus que Richarlison, c'est plus que Heung-min Son, c'est plus que Grealish, c'est plus que Bernardo Silva, qui sont des joueurs offensifs, qui sont des joueurs dépositaires du jeu de leur équipe. Ben, Alexander-Arnold est plus souvent impliqué sur des buts et ce sont des très bons joueurs, des excellents joueurs de Première Ligue, mais au niveau des chiffres, il fait mieux que eux et ce ne sont que quelques exemples. Donc, confrontation de couloir aussi. Pas bruit de couloir, Bruno, mais confrontation de couloir ce jeudi. Toujours intéressant à suivre dans leur opposition. Il n'y aura que des haies d'honneur. Hein. Ça va se jouer par couloir. Il n'y aura que des haies d'honneur. Et on va décortiquer ça et observer ça, évidemment. Mais c'est magique. Hein. Vous Zoom prévision, c'est la première fois moi, que je le fais avec vous. On se fait un petit pronostic à la fin ou pas? Non. Non? Non? Liverpool champion. Oui. City deuxième. Mais ce qu'on espère, parce qu'on n'est pas encore tellement gâté avec ces stades vides, oui. c'est qu'on a un vrai match, quoi. Chelsea, Manchester City, bon, même il y avait quelque chose, hein, tout de même, il y avait une âme dans cette rencontre-là. Donc, je pense qu'il va y en avoir une ce jeudi aussi, et parce qu'ils voudront, comme on le disait, avoir le prestige de la victoire. Liverpool ne peut pas perdre cette rencontre. Ce serait dommage sur la ligne, dans les écrits du titre de cette saison-ci, et Man City doit faire quelque chose. J'imagine le bloc de Liverpool sans aller chercher vraiment à faire une décision, hein. Faire le gros dos si c'est nécessaire. Et puis, il faudra voir quelle intensité va déposer City parce qu'ils ont d'autres objectifs prioritaires cette saison. Faudra voir vous voyez, la Ligue des Champions. Oui, et puis la Cup. Oui. Il y a des demi-finales explosives qui s'annoncent et c'est beau, quoi. Donc, il y a encore un peu d'énergie à dépenser. Et là, ils doivent absolument ramener un trophée. Moi, j'aimerais bien qu'une équipe surprenne l'autre en surphase arrêtée. Ce serait vraiment intéressant d'observer ça parce que la dernière phase arrêtée qui a été marquée dans un but entre ces deux équipes, c'était le 19 mars 2017 et c'était un penalty de Milner. Donc, depuis lors, ils n'ont pas su mettre en place quelque chose pour surprendre l'adversaire. Ça, ce serait intéressant de voir s'ils sont au courant de ça et s'ils pouvaient surprendre avec un magnifique but sur phase arrêtée, ce serait bien. De toute façon, on frissonnera s'il y a coup franc direct pour Alexander-Arnold et Kevin De Bruyne, évidemment. Aussi. Mais c'est mieux que des pronostics. Hein. Ça, c'est d'y aller sur des sensations et des sentiments précis sur ce qui pourrait se passer. On va laisser le mot de la fin à ce sujet à Patrick. Moi, c'est ce que je disais dès le début. Autant sur les autres premiers Zoom, on savait identifier vraiment des secteurs de jeu où les équipes allaient se mettre en difficulté l'une l'autre. Ici, on a vu que c'est quand même très serré, toutes les confrontations depuis quelques années, même si Liverpool a peut-être un petit peu pris l'ascendant. Et il y a quand même ce contexte lendemain de titre, poursuivre les joueurs de Liverpool sur les réseaux sociaux et voir comment ça s'est passé. Et même Jürgen Klopp. Ah oui, qui a dansé, hein. Fatigué de cette interview au fur et à mesure post-titre. Voilà, il y aura ce contexte-là à prendre en compte aussi pour aborder le match et voir comment il a été vraiment préparé dans un enchaînement de rencontres aussi, et un soulagement qui arrive psychologique aussi dans une saison qui restera différente de toutes les autres et de tout ce qu'ils ont connu et de ce qu'ils connaîtront. Mais il y aura très certainement des choses à voir. Mais je pense quand même que ce sera serré. Moi, je me dis qu'il y aura peut-être bien de la reconversion rapide, un revival. Tu l'as montré, Christian, il n'y en a plus là, mais peut-être avec cet esprit de fatigue et l'envie de surprendre véritablement. On a vu des relances rapides, notamment de City face à Chelsea. Ça aurait pu, et Sterling est allé chercher le poteau sur une relance rapide d'Alisson. Et ils ont encaissé sur une reconversion rapide. Ça, on le sait. Ça c'est clair désormais. Donc, l'axe, les reconversions rapides, elles seront aussi à surveiller. Merci beaucoup, Bruno. On t'écoute, on te suit jeudi, comme tous nos téléspectateurs, évidemment, nos internautes et nos téléspectateurs. Christian, merci pour toutes ces statistiques et ces analyses. Je serai avec Bruno pendant le direct, hein, Christine. Donc, on va essayer d'alimenter ça. En duo, Patrick, merci. Et puis, prochaine affiche, si on s'intéressera à un adressant, on le verra un peu d'Arsenal. Très vite.